Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct sur France 3 pour vivre la troisième étape de Paris-Nice. Paris-Nice qui va connaître un premier temps fort aujourd'hui avec ce contre-la-montre individuel de 14 km 400. Nous sommes à Gien sur les bords de la Loire qui est juste derrière nous dans le département du Loiret. Et c'est donc la Loire qui va servir de décor à ce contre-la-montre. Avant de se plonger dans ce chrono individuel, les premiers coureurs sont partis peu après 13h. On va revenir, si vous n'étiez pas en direct avec nous hier sur France 3, sur la deuxième étape avec vous Laurent Jalabert, deuxième étape qui s'est achevée à Amilly. Et une étape qui s'est disputée sur un rythme assez tranquille. En effet, c'est vrai, le peloton a pris le temps qu'il fallait pour boucler les 188 km de cette seconde étape. Voilà, un peloton qui est resté groupé la majeure partie de l'étape et même jusque très loin dans le final. Il n'a finalement mis en route qu'à 5 km de l'arrivée pour préparer le sprint aux zones rapides. Un sprint bien amené pour Mats Pedersen, mais qui s'est laissé déborder par Chesbol. Chesbol, tout en puissance, s'est imposé très nettement. Brian Cocard termine 4e. Et puis surtout, à la 3e place, c'est Michael Matthews qui, par le jeu des bonifications, s'empare du maillot jaune. Nouveau leader sur Paris-Nice après ce joli coup de bol hier à Amilly. Vous l'avez, Laurent? Oui, c'est un coup de bol ou un coup de chance, mais il fallait être là. Il fallait être là. Michael Matthews, donc nouveau leader de Paris-Nice. Michael Matthews qui va tenter aujourd'hui, Marion, de préserver son statut de leader de Paris-Nice sur ce contre-la-montre de 14 km. Est-ce qu'il peut le faire, l'Australien ? Eh bien oui, c'est possible. C'est vrai que c'est un chrono assez court, 14 km 500, tout plat. Il faudra emmener du braquet. On sait que Michael Matthews n'a que 14 secondes d'avance sur des principaux favoris comme Primoz Roglic ou Sharman qui sont excellents également en chrono. Mais voilà, on alternera des grandes routes, des petites routes. Il y aura une première difficulté après 2 km, mais tout le reste, ce sera vraiment des longues lignes droites. Il faudra mettre du braquet. On va rouler à près de 50 km/h pour s'imposer aujourd'hui. Et puis surtout, il y a des grands noms dans le domaine, en tout cas dans le domaine du contre-la-montre, avec un certain Rohan Dennis par exemple. Et puis côté français, on surveillera, Laurent, un certain Rémi Cavagna, le champion de France du contre-la-montre, très attendu aujourd'hui. Oui, et puis Cavagna va trouver un parcours, je pense, qui va beaucoup lui plaire. 14 km 400, je pense que c'est un client pour la victoire. On fait le point sur ce contre-la-montre tout de suite, bien sûr, avec les images du direct. Et pour l'heure, c'est Rohan Dennis, le coureur de la formation Ineos Grenadier, qui détient le meilleur temps sur la ligne d'arrivée. Rohan Dennis qui a couvert les 14 km 400 en 17 minutes et 47 secondes. Il devance d'une seconde Dylan Van Baarle, son coéquipier, et Patrick Bevin occupe la 3e place à 3 secondes seulement de Rohan Dennis. Rohan Dennis que l'on retrouve sur la route de ce contre-la-montre grâce à ces images enregistrées. Rohan Dennis, on le sait, c'est un excellent rouleur. Il avait remporté un contre-la-montre sur le Tour de France à Utrecht en 2015. Et puis il a été champion du monde également de la spécialité. Donc Rohan Dennis installé à la première place. Son passage à l'intermédiaire et son arrivée, une arrivée située après une rampe de 400 mètres, assez raide, assez soutenue, jusqu'à la place du château, au pied de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, là où a été installée la ligne d'arrivée. Donc meilleur temps pour Rohan Dennis. Et on va retrouver, nous, sur la route, un autre coureur de la formation Ineos Grenadier. Et surtout, on va retrouver Thomas Voeckler qui est avec Tao Geoghegan-Hart, le Britannique. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, il y a du Ineos Grenadier de partout. Premier, deuxième du classement provisoire. Là, je suis, comme vous l'avez dit, derrière Tao Geoghegan-Hart, le leader désormais désigné de cette équipe pour le classement général, puisque Richie Porte, qui pouvait être la deuxième carte pour le classement général, a abandonné sur chute le premier jour. Tao Geoghegan-Hart qui négocie bien ce contre-la-montre. Il dégage une belle puissance. Il emmène beaucoup de braquets. Peut-être un petit peu moins à l'aise dans les nombreux virages et les nombreuses relances qui jalonnent ce parcours. J'ai entendu Marion dire tout plat. Alors là, peut-être pas bien révisé parce qu'il y a quand même un bon petit talus au bout de 2 bornes sur la gauche, même un vrai taquet comme on dit. Le repérage aura été essentiel pour ces coureurs parce qu'il y a des parties vraiment techniques. Il y a pas mal de gravillons à certains endroits. La route bien sûr est balayée, mais le passage des véhicules occasionne après le retour de ces gravillons sur la chaussée. Donc faire attention, mais en tout cas je vais vous laisser en compagnie de Tao Geoghegan-Hart. Je vais m'arrêter sur le bord de la route pour attendre 1 minute et attendre donc le leader de l'équipe AG Désert Citroën Team, Bob Jungels, champion de Luxembourg de chrono, qui est leur meilleure carte pour le classement général. A tout de suite Thomas, alors que Maximilian Sharman, le tenant du titre, vient de s'élancer. On retrouve nous à l'arrivée
Warren Barguil, le breton de l'équipe Arkea Samsic, Warren Barguil qui avait 31 secondes de retard à l'intermédiaire à mi-course sur Rohan Dennis. Et on ne sera pas loin de la minute à l'arrivée, Laurent, pour Warren Barguil. Oui, ça fait un gros débours, c'est vrai, pour 14 km 400 pour Warren Barguil et probablement de chances de victoire au classement général qui s'envole dans ce contre-la-montre. Il faut jouer serré avec les tout meilleurs. C'est exactement une minute de perdu sur... Alors sur Rohan Dennis, Rohan Dennis c'est pas le favori pour gagner Paris-Nice, mais il est probable que des garçons comme Roglic, qui en revanche est un favori pour gagner Paris-Nice, soient à la hauteur de Rohan Dennis. C'est un beau parcours, très punchy, et voilà, il faut avoir les jambes, tout simplement aujourd'hui. L'arrivée de Rui Costa, l'ancien champion du monde, le portugais de la formation UAE. Rui Costa qui lui concède un peu moins de 30 secondes. 29 secondes, 74 centièmes exactement à Rohan Dennis. On retrouve dans le final Tao Geoghegan. Et là, Marion, on est sur une partie très rapide. Les 5 derniers kilomètres sont vraiment extrêmement roulants. Ouais, très très roulant et puis surtout avec un vent plutôt favorable. Donc il faut emmener du braquet. C'est vrai que Tao Geoghegan, depuis le départ, il est impressionnant parce qu'il met beaucoup de braquet. Il est passé au premier pointage intermédiaire avec 18 secondes de retard sur Rohan Dennis. Donc pour l'instant c'est un bon temps, évidemment. Rohan Dennis c'est l'un des meilleurs de la discipline. Mais voilà, il est dans les temps. Il y a certains favoris pour le classement général qui sont déjà arrivés, à l'image d'un Izagirre, pourquoi pas, qui a fait un excellent temps, qui est 5e pour le moment, à 8 secondes seulement de Rohan Dennis. On retrouve Ben O'Connor sur la rampe de lancement, le coureur de la formation AG2R Citroën, vainqueur d'étape sur le Giro l'an dernier, alors que Tao Geoghegan, lui, a repris 1 minute à Jonas Kor de la formation Intermarché ou Antigobert. Le vainqueur du Tour d'Italie, Tao Geoghegan, leader de cette formation Ineos Grenadier sur Paris-Nice depuis l'abandon, comme l'a rappelé Thomas, de Richie Porte. Alors Tao Geoghegan, il avait 18 secondes de retard à l'intermédiaire sur Rohan Dennis. Il fait un bon chrono pour l'instant. Oui, plutôt moyen, moi je dirais, parce que 18 secondes, ça fait beaucoup. Le point intermédiaire est au bout de 7 km. Ça fait quand même pas mal. Il va perdre encore un peu plus dans la partie finale. Donc, je trouve qu'il a, malgré l'impression qu'il dégage, il a l'impression d'être très en force et tout. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut beaucoup de force sur ce contre-la-montre. Il faut beaucoup relancer aussi. Mais je pense que le débours va être au-delà des 30 secondes sur son coéquipier qui pour l'instant tient le cap, Rohan Dennis. Et Philippe Gilbert est lui aussi sur la route de ce contre-la-montre. Alors le point intermédiaire, il est situé à mi-course, au kilomètre 6,7, au lieu dit La Nonnette, sur la route de la Bussière. Alors George Bennett lui est passé à l'intermédiaire avec 16 secondes de retard sur Rohan Dennis, le néo-zélandais. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que Kruijswijk, qui est dans la formation de Jumbo-Visma et qui va certainement rouler pour Roglic, a lui également fait un excellent temps, puisque pour l'instant, il est en 4e position. Il n'a perdu seulement que 7 secondes sur Rohan Dennis. Donc on a fait à bloc du côté de Kruijswijk. Kruijswijk, il avait 4 secondes de retard à l'intermédiaire, 7 à l'arrivée. Il a fait un parcours linéaire, presque à la dimension d'un spécialiste comme peut l'être Rohan Dennis. Donc oui, ça dénote une très très bonne condition physique. Allez, Maximilian Schachmann, le tenant du titre, l'Allemand qui est un excellent rouleur. L'an dernier, il avait pris la 2e place du contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond sur 17 km derrière Søren Kragh Andersen. Kragh Andersen qui sera l'un des favoris. Kragh Andersen qui va partir dans 1 minute exactement, le coureur danois. Ouais, Schachmann, il a des bonnes références en chrono. Il avait gagné d'ailleurs un contre-la-montre aux Pays-Bas qui était beaucoup plus dur. Il avait également terminé 4e du contre-la-montre d'Algarve. Lui était beaucoup plus plat. C'est un beau parcours pour des punchers. Et Schachmann, je pense que quand il a découvert le tracé, à mon avis, il a quand même dû lui plaire. Un véritable rouleur comme Rohan Dennis, ça préfère les longues lignes droites où on peut amener du braquet bien en position. Là, il fallait quand même beaucoup se battre avec la machine et relancer. Et là, on arrive dans le dernier taquet du jour. Ouais. Dernier virage à 400 mètres. La bosse d'arrivée qui mène les coureurs donc jusqu'à la place du château de Gien. Avec des pourcentages tout de même dans cette ascension. Pas très longue. Voilà, après le virage, c'est là où les pourcentages sont les plus soutenus. Tao Geoghegan en force et qui va concéder plus de 30 secondes a priori à son coéquipier Rohan Dennis. Le vainqueur du Tour d'Italie donc à l'arrivée avec le 16e temps et
31 secondes de débours par rapport au leader Rohan Dennis. Maximilian Scharmann, lui, va passer à l'intermédiaire dans quelques instants. Et il y a du retard aussi pour le coureur allemand. 13 secondes de retard pour Maximilian Scharmann. On va retrouver Thomas qui, je crois, est derrière Bob Jungels, le coureur de l'équipe AG2R Citroën. Oui, exactement. Bob Jungels est à 250 mètres de l'arrivée, 200 mètres désormais. J'ai fait un petit pointage tout à l'heure, il avait 5 secondes d'avance sur Tao Geoghegan Hart, donc spécialiste de l'effort solitaire qui sans doute ne gagnera pas l'étape aujourd'hui, mais en tout cas très belle allure, bien entendu, hein, quand on est spécialiste, champion du Luxembourg, maillot tricolore. Vous allez voir, un braquet assez gros qu'il a emmené, un 56-11 depuis tout à l'heure à plus de 60 km/h de vitesse instantanée pour Bob Jungels. Lui aussi perd presque 30 secondes, 24 secondes exactement. Bob Jungels, le leader de l'équipe AG2R Citroën pour le classement général sur Paris-Nice, un garçon qui a des références dans les courses par étapes. Il a déjà terminé 6e d'un Tour d'Italie, Bob Jungels, et qui tente donc de relancer sa carrière en quelque sorte au sein de la formation managée par Vincent Lavenu. Søren Kragh Andersen, attention, tient là l'un des grands favoris de l'étape du jour. Et puis le parcours, il va lui plaire, je pense. Hein. Et pour revenir à Bob Jungels, oui, évidemment, il a envie de terminer sur le podium du classement général de Paris-Nice. Il revient de 3 semaines en altitude en Sierra Nevada, première course de l'année. Voilà un chrono correct, mais je pense qu'il aurait aimé faire mieux. Surtout, voilà, on sait que c'est un spécialiste de la discipline et il avait envie certainement de taper un gros coup sur les autres prétendants à la victoire de Paris-Nice. Le départ de Matteo Trentin, un garçon qui change souvent de maillot. Hein. C'est une habitude pour l'Italien qui a rejoint les rangs de la formation UAE à l'intersaison. Stefano Oldani, qu'on avait vu échapper dans le final de la première étape sur la route de Saint-Cyr-l'École. Stefano Oldani qui réalise un chrono correct, 15e à 28 secondes de Rohan Dennis. On retrouve Philippe Gilbert qui a fait des bons chronos dans sa longue carrière, mais ça n'a jamais été un pur spécialiste de l'effort solitaire. Et Philippe Gilbert qui est passé au premier point intermédiaire avec pratiquement 30 secondes de retard. Voilà, il ne joue pas le classement général, donc il vise plutôt les victoires d'étape et il y aura de quoi faire d'ici la fin de semaine pour Philippe Gilbert. Attention à Dylan Teuns, un bon rouleur Laurent, c'est pas étonnant de le voir avec un bon chrono à l'arrivée. Oui, c'est bien, puis c'est un garçon qui va faire le général sur Paris-Nice, donc il a fait ce chrono à fond et il limite bien les écarts. Pour l'instant, très bon chrono pour Dylan Teuns qui est capable d'être avec les tout meilleurs au sommet de la Colmienne. Oui, il l'a déjà fait par le passé d'ailleurs. On retrouve Søren Kragh Andersen qui lui bien sûr n'est pas encore passé au pointage intermédiaire. Le Danois qui avait donc remporté le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond l'an dernier sur Paris-Nice. Il sait tout faire, Søren Kragh Andersen, excellent rouleur, bon puncher également et redoutable finisseur. Surtout, on l'avait vu notamment sur le dernier Tour de France, il avait gagné 2 étapes. Alors le temps de Rohan Dennis, qui a toujours le temps de référence sur la ligne d'arrivée, 17 minutes et 47 secondes. Laurent Jalabert a calculé la moyenne de Rohan Dennis, ça nous donne 48 km/h, 584 pour l'instant pour Rohan Dennis. Oui, alors il faut quand même souligner qu'un contre-la-montre de 14 km, s'il avait été roulant et si ça avait été un parcours pour les spécialistes, on aurait atteint des moyennes records à 55 km/h. Donc là, on est sous les 50 km/h, c'est une moyenne vraiment très bonne moyenne, 48 584, mais ça dénote bien que c'est un parcours exigeant, difficile, qui n'a pas permis aux coureurs de garder la pleine vitesse sur tout le tracé, parce qu'il y a énormément de relances, de petits faux plats, enfin, c'est un parcours exigeant. Un parcours exigeant et on ne dépassera pas les 50 km/h a priori aujourd'hui sur ce parcours. Pierre Latour vient de s'élancer, l'ancien champion de France du contre-la-montre. Le nouveau, c'est Rémi Cavagna, bien sûr. Alors qu'on a vu Nelson Powles, l'américain de l'équipe Education, signer le 4e temps à l'intermédiaire, à 5 secondes seulement de Rohan Dennis. C'est très bon temps, lui qui vise également le classement général. À 5 secondes, oui. Et parce que Powles est un bon grimpeur. On l'avait vu sur le dernier Tour de France notamment. Maximilian Scharmann qui accusait donc un retard de 12 secondes à l'intermédiaire sur Rohan Dennis. Moins fort que l'année passée visiblement Scharmann. Allez, on revient sur la rampe de lancement avec Niels Eekhoff, le coureur néerlandais. Celui qui avait failli être sacré champion du monde espoir, Laurent, dans le Yorkshire.
Oui, il a été champion du monde, mais quelques minutes seulement, puisque après l'arrivée, il avait été déclassé pour un fait de course intervenu au tout début de l'épreuve, hein, où il avait été pris dans une chute, je crois, et il avait effectué un retour derrière un véhicule de son directeur sportif. Et on a retrouvé des images du côté du jury des commissaires, et on l'a déclassé alors qu'il s'apprêtait à monter sur le podium. Alors on a aperçu Pierre Latour, hein. On rappelle que l'équipe Total Direct Énergie a perdu hier Alexis Villermo. Marion, est-ce qu'on a des nouvelles du Jurassien? Alors pas de fracture pour Alexis Villermo, mais une luxation de l'épaule et visiblement ça va quand même le tenir écarté des pelotons pendant 2 mois. Mauvaise nouvelle hein, évidemment pour Alexis Villermo qui était dans sa nouvelle formation Total Direct Énergie. Et ça allait bien hein, pour le coureur français depuis le début de l'année. Alors dans moins de 10 minutes, on va avoir un certain nombre de favoris hein, s'élancer sur la ronde de lancement avec Victor Campenart, Guillaume Martin, Primoz Roglic, Alexander Vlasov et puis Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui part dans un quart d'heure exactement à 15h14. On va le surveiller bien sûr, le coureur de Clermont-Ferrand aujourd'hui. Alors on y est dans cette difficulté du parcours. Après 2 km seulement, ça monte hein, pendant 1 km à 4% de moyenne avec des passages parfois allant à 7-8%. Les 2 premiers kilomètres sont tout plats, rectilignes, et puis ce virage à gauche, et pendant 350 mètres, la pente de cette côte qui casse le rythme, bien sûr, et au sommet, on est sur des petites routes, et constamment, on change de direction avec pas mal de relances. Donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut faire la différence. On peut voir si on voit vite si on est dans le rythme ou pas. Jai Hindley, le jeune coureur australien, celui qui a bien failli remporter le Tour d'Italie au mois d'octobre dernier. Battu le dernier jour lors du contre-la-montre final par Tao Gegen Hart. Jai Hindley qui vient de s'élancer. On est avec Maximilian Scharmann qui lui est dans le dernier kilomètre. Et on va surveiller bien sûr Søren Kragh Andersen qui sera dans 1 minute au pointage intermédiaire. Il reste 200 mètres à Omar Fraile pour en terminer, il sera battu. Mais il va faire un bon temps le basque tout de même. Oui, ça va faire une dizaine, quinzaine de secondes, peut-être perdu, ou une dizaine. Omar Fraile, vainqueur d'étape sur le Tour de France, c'était à Mende. On s'en souvient, le basque. Allez, Omar Fraile, ouais, qui réalise un bon chrono. Il concède 12 secondes exactement à Rohan Dennis. Fraile. Et pour l'instant, la belle opération, c'est Kruijswijk. Kruijswijk qui n'a pas perdu beaucoup finalement, et surtout qui devance pour l'instant tous les garçons qui ont des aptitudes pour être devant dans les étapes difficiles, celles de demain à Chirouble et puis surtout celles du week-end. Donc, lui, il a réalisé un beau parcours et surtout, il nous a montré qu'il avait de très très bonnes jambes. Et l'arrivée de Scharmann. Le tenant du titre, Maximilian Scharmann. Il avait passé 13 secondes, hein. Donc il a repris quand même, enfin il a bien terminé. C'est pas mal, il va être battu, mais il a mieux fini qu'il n'était parti. Il sera battu pour 4-5 secondes. Allez, Maximilian Scharmann à l'arrivée, une mise en route un petit peu laborieuse, mais un gros finish de la part de l'Allemand qui a mieux fini que Rohan Dennis. Et oui, il reprend 5 secondes à Rohan Dennis dans la deuxième partie. Il va finir dans le même temps que Kruijswijk par exemple. Allez, Søren Kragh Andersen à l'intermédiaire dans quelques instants. Søren Kragh Andersen qui vient de passer avec le meilleur temps. Meilleur temps pour Søren Kragh Andersen. 2 secondes d'avance sur Rohan Dennis à l'intermédiaire. Et ce parcours, il ressemble quand même assez à celui de l'année passée, hein, au contre-la-montre, avec une côte un peu moins longue, mais aussi difficile. Donc c'est un parcours qui, sans surprise, en fait, lui convient bien. Lui qui avait remporté le chrono l'année passée sur Paris-Nice. On disait que c'est un parcours technique, hein, la trajectoire est tendue quand même. On est d'ailleurs dans la partie la plus technique de ce parcours. Ouais, les 5 derniers kilomètres sont beaucoup plus rectilignes. Là, on peut amener du gros braquet. Kragh Andersen qui revient sur le coureur parti devant lui. C'est Michael Morkov. Hein.
Oui, mais il n'a pas fait à fond. Non. On le voit d'ailleurs à son attitude, hein, le lanceur, le poisson pilote de Sam Bennett. Il se retourne, il se met bien sur le côté, il ne veut pas déranger évidemment. Oh, c'est un garçon bien élevé, Mikkel Morkov, il n'y a pas de souci, Marion. Très bien élevé, oui. Søren Kragh Andersen donc lancé sur la route peut-être d'un deuxième succès sur Paris-Nice, un an après sa victoire à Saint-Amand-Montrond. En tout cas pour l'instant c'est lui qui a le meilleur temps intermédiaire, 2 secondes d'avance, on le rappelle, sur Rohan Dennis. On va suivre le final de Philippe Gilbert qui est à moins de 800 mètres de l'arrivée maintenant, qui va tourner sur la gauche, quitter les bords de Loire pour aller chercher donc la bosse, la montée qui mène jusqu'à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Lui qui a rattrapé Nasser Bouhanni. Ouais, Nasser Bouhanni bien malheureux depuis le départ de Paris-Nice. Il y a eu 2 sprints massifs. Il n'a pu en faire aucun malheureusement. À chaque fois gêné par des chutes dans le final. Il va peut-être faire le sprint à Gilbert là. Pour se dégourdir les jambes. Allez, l'arrivée de 2 champions, Philippe Gilbert et Nasser Bouhanni. Et Gilbert a pris 1 minute aux Français bien sûr. Il a fait à fond Philippe Gilbert et il est largement battu. Allez, 34e temps à 48 secondes de Rohan Dennis. Allez, Mikkel Morkov ici à l'image. Et devant lui, Søren Kragh Andersen. On revient sur la rampe de lancement. Avec le départ de celui qui avait terminé dans les 20 premiers du Tour d'Italie l'an dernier pour son premier grand tour, c'est Aurélien Paré-Peintre. Allez, ça va être terminé pour Søren Kragh Andersen avec les petites routes. On a pris les grands axes cette fois et des routes beaucoup plus roulantes. Il va pouvoir mettre un peu plus de braquet encore. L'arrivée de Neilson Powless qui avait un excellent temps intermédiaire puisqu'il n'était qu'à 5 secondes de Rohan Dennis. Il est un peu coincé. Il a perdu un petit peu de temps sur l'Australien, c'est vrai, dans le final, Neilson Powless. Ça restera quand même un bon chrono. Il coince encore là. La rampe, la dernière rampe là, il a du mal à la franchir. Ouais, une deuxième partie moins saignante que la première pour Neilson Powless sur ce contre-la-montre. On va retrouver tout de suite Nasser Bouhanni qui est au micro de Jean-François Kerker. Oui, Nasser qui a la gentillesse de venir nous voir, c'est très sympa. Dans quel état de forme vous êtes là tout de suite? Le contre-la-montre, tout le monde sait très bien que c'est pas pour vous, mais votre état de forme général? Non, c'est pas du tout ma spécialité. Voilà, c'est une journée plus ou moins de récup quand on est sprinter, même s'il faut le faire correctement. Après voilà, j'espère que sur le sprint de Bollène, ça ira mieux que les 2 premières étapes. J'allais vous le dire, tout est sur l'étape de Bollène maintenant pour vous, et c'est justement pour ça que je vous demandais comment vous vous sentiez depuis le début de ce Paris-Nice. Non, je me sens bien, la condition est bonne, mais malheureusement, voilà, les chutes, ça fait partie aussi de la course. Il y a eu 2 chutes dans les 2 premiers sprints où j'ai été gêné et j'ai pas pu disputer le sprint, c'est comme ça. Faut prendre son mal en patience et j'espère faire un beau sprint en tout cas à Bollène. Mais merci beaucoup, vous pouvez se rentrer. Merci d'être venu. Voilà, rendez-vous jeudi pour Nasser Bouhanni avec la descente de la vallée du Rhône entre Vienne et Bollène. Une étape a priori promise aux sprinteurs. On retrouve, nous, Victor Campenaerts qui vient de quitter la rampe de lancement. Victor Campenaerts, un des meilleurs rouleurs du monde, Marion le Belge de la formation Kubeka-Assos. Et oui, il a déjà été champion d'Europe, Victor Campenaerts, qui a fait pas mal d'efforts depuis la reprise de la saison. Souvent dans les échappées, à l'attaque dans le final. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est son étape. C'est son étape et je ne suis pas certain qu'elle lui plaise tant que ça. Je pense que Campenaerts aime bien les parcours un peu plus roulants que celui-ci qui demande quand même beaucoup de relance. Mais ça reste un spécialiste. Ouais, un spécialiste qui n'a pas opté pour les chaussettes profilées en tout cas, Victor Campenaerts. Ça lui donne un drôle de chaussettes. Oui, je suis pas sûr. Ouais. Et pas de chaussettes pour Victor Campenaerts. On retrouve Guillaume Martin sur la rampe de lancement. Journée importante pour Guillaume Martin. On sait que c'est pas l'exercice qu'il préfère, donc lui, il va vouloir limiter la casse.
Allez, Søren Kragh Andersen, un peu plus de 2 km de l'arrivée. Virage à gauche pour aller retrouver les bords de Loire. Pierre Latour est passé au premier pointage intermédiaire avec 20 secondes de retard sur Søren Kragh Andersen. On va retrouver Thomas qui est derrière Victor Campenaerts. Et on suit toujours bien sûr le final de Søren Kragh Andersen. C'est à vous Thomas. Oui, derrière l'homme sans chaussettes, comme vous l'avez surnommé. C'est vrai que c'est le seul coureur que j'ai vu comme ça, sans chaussettes. C'est pas un oubli de sa part. Je suis pas un spécialiste de l'aérodynamique, mais lui, en revanche, c'est un des coureurs les plus à cheval justement sur ce paramètre. Il fait énormément de recherches d'un point de vue personnel sur l'aérodynamisme. Donc, s'il n'a pas mis de chaussettes, c'est que c'est bien calculé de son côté. Pour vous donner, j'ai regardé un petit peu son matériel, alors qu'il roule bien là sur cette partie-là. C'est vrai que je suis d'accord avec Laurent Jalabert. Il aime bien quand c'est tout plat et là c'est un peu scabreux. Et il va arriver justement dans ce virage à gauche et cette première montée du parcours. En termes de braquet, tenez-vous bien, il a un 60 à l'avant, donc jusque là ça va encore, un 11 à l'arrière. Par contre, c'est un monoplateau, il a un seul plateau, donc dans le talus où il est en ce moment, il va le monter sur le grand plateau et un grand plateau de 60. Ah bah, je préfère que ce soit lui que moi. Ouais, moi aussi, mais bon, c'est assez impressionnant pour le noter. À noter justement qu'on sait que les coureurs, le matériel c'est super important. Victor Campenaerts fait partie de ces formations qui n'ont pas changé de matériel à l'intersaison, donc ça lui permet de garder ses repères de l'année dernière et d'être tout de suite dans le match, là où peut-être certains auront besoin de se familiariser un peu avec les nouvelles montures. D'ailleurs, on l'a vu, il a grand plateau, mais tout à gauche. Ouais, là il est un peu en train de faire de la force là. Et Thomas, c'est bien de préciser que c'est un atout finalement de ne pas avoir changé d'équipementier, parce que justement cette période de pandémie, beaucoup de fabricants ont eu des problèmes d'approvisionnement et beaucoup d'équipes ont eu des difficultés à se faire livrer des vélos neufs. Alors quand on change d'équipementier, c'est un peu la course contre la montre déjà à l'intersaison pour essayer d'avoir du matos pour commencer l'année. Allez, il doit pas 17 minutes 47 secondes. Oui, il va le faire. Oui, l'arrivée de Søren Kragh Andersen, le coureur danois. On rappelle qu'il avait 2 secondes d'avance sur Rohan Dennis à l'intermédiaire. Søren Kragh Andersen, ça va pas jouer à grand chose. Est-ce qu'il sera devant Rohan Dennis? Oui, pour 5 secondes au moins. Allez, l'arrivée de Søren Kragh Andersen. Meilleur temps, nouveau meilleur temps pour le coureur danois. Il fait même de la roue libre. Il s'est relevé longtemps. Il a fait de la roue libre 3 mètres avant l'arrivée. 2 secondes 69 l'avance de Søren Kragh Andersen, nouveau leader de ce contre-la-montre. Oui, jeu égal entre les deux hommes. Il avait repris un petit peu de temps dans le final, mais voilà, ce temps de roue libre à proximité de la ligne d'arrivée l'a remis exactement au même niveau que Rohan Dennis. Et donc, 2 secondes et quelques centièmes, donc ça fait 3. Il vient de s'élancer. Primoz Roglic parti depuis un peu plus de 2 minutes. Primoz Roglic qui va tourner à gauche et qui va aller chercher cette petite côte. Elle n'est pas très longue, il y a vraiment 350 mètres dans la pente. Mais ça casse le rythme. Ah oui, ça casse le rythme. Et au sommet, il n'y a pas de descente. C'est des faux plats, c'est des relances. Et il s'est pas mis en danseuse, lui d'ailleurs. Ah, ça y est. Le numéro 1 mondial, le meilleur cycliste au monde, c'est lui, c'est Primoz Roglic. Il y a un classement mondial qui est établi, actualisé bien sûr toutes les semaines, et Primoz Roglic domine ce classement depuis 2 saisons maintenant. Alors la dernière fois qu'il a pris le départ d'un contre-la-montre, c'était pas à la planche des belles filles, c'était sur le Tour d'Espagne, et il avait gagné d'ailleurs au sommet du Mirador des Arros, après une bosse finale de plus de 2 km avec de gros pourcentages. Donc Roglic, même s'il a perdu le Tour sur un contre-la-montre, reste un rouleur d'exception. Il est bien monté là, Roglic. Et surtout, le plus important, c'est d'en garder un peu sous la pédale pour bien relancer au sommet et reprendre la vitesse de croisière. Il tourne bien les jambes en tout cas depuis le départ. Il relance fort là. L'homme sans chaussettes, Victor Campenaerts, le Belge, pour la formation Kubeka Assos, qui n'est pas encore passé au pointage intermédiaire. Pierre Latour. Qui avait perdu un peu de temps au premier passage intermédiaire. 20 secondes. C'est bien ça, il est passé avec 20 secondes de retard.
Et pendant qu'on suit Pierre Latour, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez jouer au grand jeu du Tour. Un chèque de 100 000 € est mis en jeu et pour y participer, eh bien, vous envoyez Tour TOUR au 7 3003 par SMS ou sinon vous appelez le 34 35. Bonne chance à vous. Tirage au sort, ce sera le 18 juillet à la fin du Tour de France. Alors Roglic, il a l'avantage de pouvoir compter sur les temps de passage d'un coureur qui a bien marché aujourd'hui, c'est Kruijswijk. Hein. Donc les directeurs sportifs qui suivent les coureurs prennent des points de repère et ne manquent pas maintenant, en suivant le leader de l'équipe, de l'informer de son avancée en la course pour le positionner par rapport au tout meilleur. Il a fait un bon temps aussi, Cataneo. Oui, Mattia Cataneo pour l'équipe de Koenig Quick Step. Alors que Rémi Cavagna va partir dans 1 minute pour la formation belge. La place à un autre coureur italien qui va nous retrouver pour l'équipe de Koenig Quick Step, Matteo Cataneo, qui va donc nous retrouver incessamment. Allez, Mattia Cataneo, il avait 9 secondes de retard à l'intermédiaire et 12 secondes sur la ligne. Oui, c'est bien. Solide. On en parlait, il est là, le champion de France du contre-la-montre, le meilleur rouleur français à l'heure actuelle, c'est l'Auvergnat Rémi Cavagna pour la formation de Koenig Quick Step. Rémi Cavagna, voilà, niveau braquet qui lui a opté pour un plus petit braquet que les autres, 55-11. Ouais, mais quand tu amènes 55-11, tu fais du chemin. Hein. Moi, je veux bien les 71, c'est bien. Ça impressionne, mais il faut la mener après. Hein. Donc, c'est pas plus mal d'avoir 55-11, d'être capable de bien la mener. Allez, Rémi Cavagna, sous le regard de son entraîneur, hein, Franck Alaphilippe, qui a fait le déplacement aujourd'hui pour suivre l'évolution donc de Rémi Cavagna, l'un des grands favoris de ce chrono. Allez, Pierre Latour, dans la dernière rampe. Il y aura du retard pour Pierre Latour qui vise un bon classement général ici sur Paris-Nice, un top 10. Il y aura presque 40 secondes de retard pour Pierre Latour. C'est beaucoup, hein. Warren Barguil, il a réalisé un parcours moyen. Et puis Pierre Latour, c'est davantage un chronomane quand même que Barguil, hein, qui est un grimpeur. C'est pas une super performance pour Pierre Latour. Pierre Latour à l'arrivée, la nouvelle recrue de la formation Total Direct Energy qui concède 39 secondes à Søren Kragh Andersen. Alors, Victor Campenarts à l'intermédiaire. Ça a l'air d'aller vite. Ça a l'air d'aller vite. Il n'y est pas encore, hein, mais il va pas être trop loin du meilleur temps. Surtout que le final peut plus lui convenir peut-être. Avec ses longues lignes droites. Alors, le temps de Victor Campenarts à l'intermédiaire, il a du retard, le Belge, ça c'est sûr. Oui, parce qu'avec 8 secondes. Avec le zoom, on va le chercher loin. Il n'est pas encore passé sur la ligne. 8 secondes, le retard de Victor Campenarts à l'intermédiaire sur Søren Kragh Andersen. Primoz Roglic, lui, est toujours sur la route. On va attendre le passage de Primoz Roglic à l'intermédiaire. Ça va intervenir dans quelques secondes. Et on aura déjà une bonne tendance hein, pour Primoz Roglic, mais a priori l'impression visuelle est plutôt favorable. Et derrière Primoz Roglic, bien sûr, on retrouve Thomas. Quelle impression vous fait-il, Thomas Vauclair ? Une impression, il roule bien. Tout à l'heure, quand je me suis arrêté, il était dans la même seconde exactement que Victor Campenarts. C'est toujours difficile hein, de juger comme ça à l'œil. Pour être très franc, c'est difficile de savoir si le coureur est dans les temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il roule bien. Il était très détendu avant le départ. Il a même plaisanté juste avant de prendre le départ. Il est allé voir Rémi Cavagna en lui demandant de rouler tranquille pour pas qu'il le rattrape. Bon, c'était sur le ton de l'humour, hein, parce que Cavagna partait quand même 6 minutes derrière lui. Donc ça aurait été inquiétant pour Primoz Roglic de se faire rattraper par Cavagna. Mais ça démontrait en tout cas qu'il était très détendu. En tout cas, moi j'ai trouvé très très affûté. Vraiment, il dégage une très belle impression. Je pense qu'il est là beaucoup plus que pour faire simplement des essais de matériel, comme il a bien voulu le déclarer un petit peu dans les médias, qu'il voulait surtout prendre des repères sur son nouveau vélo. En tout cas, je crois qu'avec l'équipe qu'il a à son service, ce contre-la-montre et ce parcours, il est bel et bien là pour viser la victoire. Il a été très consciencieux dans l'échauffement. Son staff avait emmené un vélo d'échauffement, donc son vélo de route traditionnel sur home trainer, sur zone d'arrivée, sur la zone de départ, 1h25 avant son départ.
Donc on avait été prévoyant au niveau de la Jumbo Visma pour l'échauffement de Primoz Roglic. On te confirme, hein, Thomas, il est bienvenu en pleine forme parce qu'il n'a seulement qu'une seconde de retard sur Søren Kragh Andersen. On va voir ce que va donner Primoz Roglic dans la deuxième partie de ce contre-la-montre. En tout cas, cette étape tient toutes ses promesses. On se retrouve dans quelques instants juste après une pause et on va laisser bien sûr Michael Matthews terminer son échauffement. A tout de suite. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher sur Internet. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur votre voiture neuve. Et on vous la livre à domicile sans supplément. Aramis Auto. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Vous en avez assez de votre baignoire qui n'est plus pratique? Installez une douche à l'italienne faite sur mesure grâce à l'aide de 5 000 € d'Action Logement. Renseignez-vous vite au 0800 58 58 58. Indépendance Royale, donnez une nouvelle vie à votre domicile. Les humains sont des créatures logiques. Quand il n'y a pas beaucoup de place, nous choisissons la plus petite option, comme une petite voiture. Donc, quand nous rencontrons un problème d'audition, il est logique de choisir la plus petite option. C'est pourquoi Amplifon, expert mondial de l'audition, propose Ampli-Mini, une aide auditive aussi petite que ça. Essayez Ampli-Mini gratuitement pendant 30 jours. Chez Amplifon, profitez du 100% santé et de notre accompagnement à 100%. Et pendant le mois de l'audition, bénéficiez de nos offres exclusives. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Dispositif médical. Bricoprivé.com, les plus grandes marques au meilleur prix. Bricoprivé.com, c'est brico, jardin, maison. Bricoprivé.com, c'est jusqu'à moins 80% en vente privée. Bricoprivé.com, bricoler sans vous priver. Constipation occasionnelle, Dulcolax, le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement en moins de 30 minutes. Le soir Dulcolax, le matin relax. Médicament réservé à l'adulte. L'utilisation d'un laxatif doit être la plus courte possible et doit rester occasionnelle. Ce médicament ne dispense pas d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Le cyclisme avec Zwift, application d'entraînement. Zwift, fun is fast. Retour en direct à Gien dans le Loiret pour vivre cette troisième étape de Paris-Nice avec Victor Campenaerts. 8 secondes de retard à l'intermédiaire pour le Belge par rapport à Søren Kragh Andersen. Søren Kragh Andersen en tête à l'intermédiaire, en tête également à l'arrivée. Il devance de 3 secondes Rohan Dennis et de 4 secondes Dylan Van Baarle. Quelques temps intermédiaires à vous donner. Guillaume Martin est passé à l'intermédiaire avec 29 secondes de retard sur Kragh Andersen. Et sur la ligne d'arrivée, Jai Hindley, le dauphin de Goggenhardt sur le dernier Tour d'Italie, est passé avec 52 secondes de retard. Donc à l'arrivée de ce contre-la-montre de 14 km 400. Primoz Roglic, on retrouve le Slovène, le numéro 1 mondial. On rappelle que Roglic avait 1 seconde de retard, enfin 1 seconde et 2 dixièmes de retard sur Kragh Andersen à l'intermédiaire. Ça veut dire donc que Roglic a lancé son chrono sur des bases très solides. Johan Jacobs, le Suisse, pour la formation Movistar, un garçon qu'on retrouvera sur les classiques flandriennes. C'est un garçon qui rêve de gagner Paris-Roubaix un jour et d'égaler, d'imiter plutôt Fabian Cancellara, son compatriote. Il a le gabarit pour en tout cas, Jacobs, 1m92. Alexander Kristoff qui lui aussi va profiter de la journée pour essayer de récupérer entre guillemets. Puisque c'est les sprints qui l'intéressent et il a certainement la tête déjà tournée vers l'étape de Bolène jeudi. On le voit là, il ne force pas son talent pour se faire mal aux jambes ici. Et pour les sprinteurs, c'est contre la montre, ce sont des journées difficiles parce qu'on n'a pas la motivation et ces efforts ils sont parfois même plus pénibles que lorsqu'il y a un objectif au bout qu'on peut atteindre. Exactement. Alors, des sprinteurs, on en verra beaucoup à la fin du contre-la-montre, puisque le classement général, les premières places du classement général sont occupées par des sprinteurs, ce qui est logique après les 2 arrivées à Saint-Cyr-l'École et à Milly hier. Mais parmi ces sprinteurs, il y en a un qui rêve de faire un gros coup aujourd'hui. C'est le leader du classement général, c'est Michael Matthews. On en reparlera après, parce que pour l'heure, on suit Rémi Cavagna au pointage intermédiaire. Il est bien. Bon temps. Attention parce qu'encore une fois c'est le zoom là, il n'est pas encore passé au point, mais je pense qu'il peut être même en tête. Allez, Rémi Cavagna face à Søren Kragh Andersen.
Et ça va le faire pour Rémi Cavagna. Oui, meilleur temps pour Rémi Cavagna. 3 secondes d'avance sur Søren Kragh Andersen. Le TGV de Clermont-Ferrand est lancé. Et il est à l'heure en plus. Il a un peu d'avance même. Il est en avance, oui, Laurent. Rémi Cavagna, qui a bien préparé son affaire et qui est dans une bonne condition lui aussi, hein, Marion, ce début de saison. Oui, il est en très bonne condition, c'est vrai, Rémi. Et puis surtout, je pense que d'année en année, il prend de plus en plus confiance en lui. Il gère mieux la pression et ce maillot lui a vraiment fait le plus grand bien. Et puis il avait pris la 7e place, on s'en souvient, des championnats du monde du contre-la-montre à Imola, mais à une vingtaine de secondes du podium seulement, il avait été dans le match, Rémi Cavagna face aux meilleurs spécialistes de l'effort solitaire. Et on en a des spécialistes aujourd'hui du chrono sur ce Paris-Nice. Avec Schartner, c'est un coureur pour le classement général et qui réalise pour l'instant un beau parcours. Hein. Il n'est pas encore passé au premier inter, il y arrive. Oui, parce que il va être pas trop mal. C'est un bon grimpeur, Félix Groß-Schartner, c'est vrai. Bon grimpeur. Et qui nous montre aussi l'étendue de ses qualités de rouleur, avec 7 secondes seulement de retard sur Rémi Cavagna. Il est plus rapide qu'un Campenarts par exemple. Oui, c'est remarquable même, ouais. Tout à fait. Allez, Primoz Roglic qui revient sur Guillaume Martin. C'était attendu, on peut le dire. Guillaume Martin qui est passé à l'intermédiaire, on le rappelle, avec 29 secondes de retard sur celui qui, à ce moment-là, avait le meilleur temps intermédiaire, Søren Kragh Andersen. Allez, les 2 derniers kilomètres pour Guillaume Martin. Évidemment, mais voilà, ça fait déjà 1 minute. Hein. Et oui, sur Primoz Roglic. C'est beau, hein. Guillaume Martin dont la préparation a été perturbée, hein, Marion, problème au genou. Ouais. Mal de genou cet hiver, c'est vrai. Alors bien sûr, interdiction pour Guillaume Martin de se mettre dans le sillage de Primoz Roglic. Alors qu'on retrouve David Gaudu, on ne l'oublie pas, David Gaudu, le breton, le leader de la formation Groupama FDJ qui va tenter de limiter la casse aujourd'hui. Gros test pour lui, pour David Gaudu, qui sera le leader pour le prochain Tour de France dans cette formation. Donc il a travaillé le chrono. Je sais que c'est pas sa spécialité, mais il faut limiter aujourd'hui. Eh bien c'est ce qu'il fait. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Oui, parce qu'on avait vu Warren Barguil et Guillaume Martin concéder plus de 30 secondes à cet intermédiaire. Oui, 30 secondes sur Rohan Dennis. Et là, on est sur Rémi Cavagna qui a fait 5 secondes de mieux. Allez, Victor Campenarts. Qui a perdu du temps, qui était passé avec 10 secondes de retard sur Søren Kragh Andersen à ce moment-là, et qui a perdu du temps, qui finit à 21 secondes. Ouais, un chrono moyen pour Victor Campenarts, mais c'est vrai, vous l'avez dit Laurent, un parcours pas forcément taillé pour les qualités du Belge. Ah voilà un bel espoir du cyclisme américain, Brandon McNulty. Garçon très attendu, notamment dans les courses par étapes. Il finit fort Roglic. Hein. Oui, il est déjà à la flamme rouge, Primoz Roglic. Les jambes, c'est impressionnant depuis le départ du chrono. Il a une bonne cadence. Il a peut-être mis moins de braquets que certains. Hein. C'est un parcours quand même où il fallait pouvoir relancer. Et le danger, c'est de mettre trop gros aussi. Hein. Cavagna, 55, vous l'avez dit Marion. Ça reste un braquet énorme, mais moins impressionnant que les braquets qu'utilisent la plupart des coureurs. Allez, on attend Primoz Roglic à l'arrivée, mais on retrouve tout de suite Jean-François Kerker avec Aurélien Paré-Peintre. Aurélien, comment ça s'est passé ce contre-la-montre, les sensations? Chrono difficile, hein. Difficile. Court, avec jamais beaucoup vraiment de repos. Quand ça descend, on est obligé de pédaler sur des petites routes qui rentrent pas beaucoup, donc ouais, c'est un chrono difficile, avec très peu de phases de repos. On vous attend à la fin de la semaine? Voilà, c'est ça, là, ça fait un premier effort après les 2 premiers jours qui n'étaient pas faciles, mais tendu nerveusement, mais niveau physique, on n'a pas trop tapé dedans, donc maintenant on bascule dans une autre course dès demain. Ouais. Compte sur vous. On espère. Merci. Primoz Roglic à l'arrivée, est-ce qu'il aura le meilleur temps? Primoz Roglic, oui, pour 4 secondes. Roglic a beaucoup mieux terminé que Kragh Andersen ou même que Rohan Dennis. Et le Slovène donc qui signe le temps de référence. Impressionnant, Primoz Roglic. Il est au rendez-vous tout simplement. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tous ceux qui visent le classement général, mais également pour Michael Matthews. Roglic ne court pas beaucoup, mais quand il vient sur une course, c'est pour la gagner. Ah, alors qu'on a un nouveau meilleur temps avec Bisseguer. Oui, et on en parlait ce matin, Marion, de Stéphane Bisseguer, le jeune Suisse de la formation Education First. Eh bien, il est présent avec 3 secondes d'avance sur Rémi Cavagna pour Stéphane Bisseguer. Il est impressionnant, le jeune Suisse. Il a 21 ans seulement, 2e du chrono sur l'UAE Tour cette année. Derrière Filippo Ganna, oui, le meilleur mondial, tout simplement.
la référence absolue aujourd'hui en matière de chrono, hein, Filippo Ganna, l'Italien, qui lui est sur le front italien avec son équipe Ineos Grenadier. Meilleur temps pour Bissegger, 3 secondes d'avance sur Cavagna. Énorme performance du Suisse. Il vient de la piste, le Suisse. Allez, Alexander Vlasov, Qui va le limiter, Russe. hein. Oui, qui va bien limiter la casse là, pour la formation Astana. Lui aussi fait partie des prétendants au podium final de Paris-Nice. Deuxième du Tour de Lombardie l'an dernier, Alexander Vlasov. Un bon temps. 10e à 16 secondes de Primoz Roglic. Christophe Laporte qui s'élance pour l'équipe Cofidis. Et on va retrouver un autre coureur de la Cofidis au micro de Jean-François, c'est Guillaume Martin. Guillaume, passé par Roglic là dans le contre-la-montre, vos sensations, elles sont bonnes, moyennes, mauvaises pour l'instant? La préparation a été compliquée cet hiver. Oui, effectivement, alors on m'a parlé dans l'oreillette, j'ai pas entendu toute la question, mais oui, j'ai eu une préparation difficile, perturbée par des soucis au genou et une chute il y a un mois à peu près. Donc du coup, comment vous vous sentez maintenant là? Eh ben, encore en phase de construction. Ça fait que 3 semaines que je peux vraiment forcer sur le vélo, donc voilà, c'est normal que je ne sois pas encore au top. Le contre-la-montre en particulier, j'ai quasiment pas pu le travailler cet hiver du fait de mes soucis au genou, donc voilà, c'est une course qui va me servir pour monter en pression. J'aurai quand même des objectifs sur la montagne à partir de demain et voilà, je vais essayer de faire au mieux, bien sûr. Si je simplifie, l'idée c'est de faire une bonne montée de la Colmiane samedi. Oui, on est dans le vrai en disant samedi, ça. Je pense que demain on a une journée importante qui va plus me convenir que celle d'aujourd'hui. Mais donc voilà, entre l'étape de demain et notamment celle de samedi, il y aura, je l'espère, de belles opportunités pour moi si les gens me répondent présent. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume, merci Jean-François. Alors qu'à l'intermédiaire, Brandon McNulty vient de signer le 3e temps à 4 secondes de Stéphane Bissegger, le jeune américain, qui confirme tout son potentiel. Nous on suit Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui n'a plus le meilleur temps à l'intermédiaire, on le rappelle. Il est à 3 secondes de Stéphane Bissegger. Mais Rémi Cavagna va déjà tenter de prendre le commandement de ce chrono sur la ligne d'arrivée. Encore 1,5 km. Oui, s'il arrive à passer devant Roglic sur la ligne, il sera probablement pas loin de la gagne. On va dire qu'il a fini très très fort parce que Roglic a fini fort. Roglic, ça lui fait un temps avec 49 km/h de moyenne quand même. On rappelle le classement sur la ligne d'arrivée. Primoz Roglic en tête en 17 minutes et 40 secondes devant Søren Kragh Andersen. Rohan Dennis est 3e, Dylan Van Baarle occupe la 4e place. Donc pour l'instant, classement général, si on regarde que ça, Roglic évidemment survole tout. Il y a Kreuzweig derrière, Izagirre à peu près dans les mêmes temps. Charman, Tuns, Vlasov, Paules. Et ensuite c'est un peu plus loin, à 30 secondes pour Tao Gegenhardt, Jungels, Inlay qui est proche de la minute, tout comme Barguil et Guillaume Martin. Attention pour Cavagna de ne pas être gêné dans les derniers 300 mètres par les coureurs qui le rattrapent, notamment au niveau du virage. Ici, il va tomber sur lui. Il est obligé de couper son effort pour prendre ce virage. Pour la relance, c'est pas bon. Ça, c'est dommage. Ça, c'est pas bon. Eh oui, aïe, aïe, aïe. Ça lui casse un petit peu le rythme. Ouais, sachant que ce chrono va se jouer à bout de secondes. Exactement, Laurent. Rémi Cavagna qui est dans la dernière ascension maintenant. Ah, je crois qu'il est plus rapide que Roglic. 30 secondes encore pour en terminer pour Rémi Cavagna. Primoz Roglic va-t-il rester leader de ce contre-la-montre? S'il est capable de faire un gros finish, il peut passer devant. Allez, Rémi Cavagna tout en force. Il en a de la puissance, Rémi Cavagna. Encore 20 secondes pour en terminer. Il finit fort. Il va le faire, Rémi Cavagna. Rémi Cavagna à l'arrivée. Ça peut le faire, oui, ça peut le faire. Allez, c'est bon pour le coureur de Clermont-Ferrand. Nouveau meilleur temps sur la ligne d'arrivée ici à Gien. Rémi Cavagna avec 6 secondes d'avance sur Primoz Roglic. C'est une très grosse performance. Ah oui, ça met le frisson, ça fait du bien. C'est beau, c'est beau. Bravo Rémi. Bravo Rémi Cavagna. Vous vous souvenez, Laurent, l'an dernier, sur le contre-la-montre finale du Tour de France à la planche des Belleville, il était resté en tête pendant plus de 2 heures, Rémi. Il en avait passé du temps en haut dans le Kiss and Cry. Il a très très bien fini. Alors on va voir maintenant si les coureurs qui l'ont devancé à l'intermédiaire, McNulty et puis Bissegger, sont capables de finir encore plus fort. Et lui, il n'a rien à se reprocher, il a fini en boulet de canon. Quelle performance de Rémi Cavagna. Meilleur temps sur la ligne d'arrivée. C'est dommage qu'il ait perdu ces quelques centièmes là dans le virage à 300 mètres.
C'est mal tombé de rattraper le coureur à cet endroit-là, mais bon. Le classement sur la ligne d'arrivée, Rémi Cavagna en tête devant Primoz Roglic, Søren Kragh Andersen 3e, Rohan Dennis 4e. Il devance des cadors quand même, hein, Rémi Cavagna pour l'instant. Oui. Vous parliez de confiance tout à l'heure. Là, il est en train d'en emmagasiner de la confiance. Hein. Ses performances l'année passée étaient remarquables. Là, il joue devant les tout meilleurs rouleurs du peloton. Donc, ça, c'est important quand même. Et puis il n'est pas que bon au chrono, il ne s'est pas spécialisé que dans le chrono. Dans les courses en ligne, il est également assez impressionnant, Rémi Cavagna, que ce soit en tant que coéquipier, toujours là pour faire le boulot, mais également pour lui jouer sa carte perso. Hein. Souvent, il nous fait des beaux numéros à l'avant. Oui, c'est un homme qui aime s'échapper aussi, Rémi Cavagna. Brandon McNulty, le jeune américain, il a 22 ans, Brandon McNulty. Et qu'on avait déjà vu à son avantage hein, sur une étape du Tour d'Italie l'an dernier à Tortoreto. Il avait terminé 2e derrière Peter Sagan de cette étape, Brandon McNulty. Excellent coureur, 22 ans, donc tout jeune. C'est lui le grand espoir hein, du cyclisme aux États-Unis. Et il confirme avec cet excellent chrono intermédiaire, le 3e temps à 4 secondes de Stéphane Bisseguer. Nils Pollitt va s'élancer. Nous, on va retrouver Thomas qui est derrière un bon spécialiste du chrono, un bon sprinter également, c'est Christophe Laporte. Un coureur complet, hein, Christophe Laporte. On parle souvent de sprinter, mais comme vous dites, il fait plus que se débrouiller dans le contre-la-montre. Il en a, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il s'est imposé sur un contre-la-montre l'année dernière autour du Poitou-Charentes, oui. Où il y a 2 ans de ça. En tout cas, Christophe Laporte qui vient de passer au panneau des 10 km de l'arrivée, je pense pas qu'il puisse. Il a repris pas mal de temps sur le coureur qui le précède. Une bonne cadence de pédalage pour Christophe Laporte. C'est une distance qui lui convient bien, 14 km. Plus long, ça serait peut-être un petit peu justement trop long pour lui, mais c'est sans doute la meilleure carte sur ce Paris-Nice pour l'équipe Cofidis. Et je rejoins votre coup de chapeau à Rémi Cavagna. Ça fait très plaisir de voir le coureur français. On croise les doigts, n'ayons pas peur hein, de le dire, qu'on est un petit peu chauvin. On croise les doigts pour qu'il conserve ce meilleur temps. Et Rémi Cavagna qui a fait le plein de confiance l'année dernière, vous avez dit le championnat du monde. Et je crois que le déclic au niveau international en termes de confiance en soi, ça a été le championnat d'Europe où il a pris la médaille d'argent à quelques secondes de Stefan Küng, le champion suisse. Exactement, Thomas, alors qu'on retrouve Yves Lampart, un garçon à suivre aujourd'hui, hein. C'est un Flandrien, Yves Lampart, mais un excellent rouleur également. Ouais, on a vu l'arrivée de David Gaudu au passage, hein, qui a un débours de 51 secondes sur Rémi Cavagna, ce qui fait 46 secondes de retard sur Roglic. C'est beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, ouais. C'était un test important pour lui. Attention, Stéphane Bisseguer qui va en terminer. Vous découvrez sans doute ce jeune Suisse, 2e. C'est bien aussi, attention. Est-ce qu'il sera devant, derrière Rémi Cavagna? Stéphane Bisseguer à l'arrivée. Ça joue à pas grand-chose. Ça va jouer à rien du tout. Stéphane Bisseguer à l'arrivée. Stéphane Bisseguer, il est devant pour 8 dixièmes. 8 dixièmes d'avance à l'arrivée pour le Suisse. Rémi Cavagna ne gagnera pas ce contre-la-montre. Je vais vous parler de la relance aux 300 mètres et les coureurs qu'il a rattrapé juste avant le virage. Il a été obligé de couper son effort, Cavagna. Mais quelle performance du jeune Suisse, Stéphane Bisseguer. 22 ans, il vient de la piste, vous l'avez dit Marion, et c'est un rouleur d'exception comme il y en a beaucoup eu en Suisse, hein, Fabian Cancellara, Stefan Küng. Et puis il est jeune, hein, attention, 21 ans. Il fait pas jeune là, en pleine le pauvre. Ouais, c'est dommage, mais un contre-la-montre comme ça, court, ça se joue à quelques centièmes et une faute de trajectoire, ça peut suffire à perdre une course ou à la gagner. Et hélas, je crains que pour Rémi Cavagna, en fait, ça se soit joué dans les 400 derniers mètres. Hein. Il a rattrapé au mauvais moment le coureur qui le précédait. Là. Ça lui a cassé le rythme. Il n'a pas pu prendre ce virage à pleine vitesse. 8 dixièmes, c'est rien. C'est rien. 8 dixièmes, 83 centièmes exactement. L'écart entre Stéphane Bisseguer et Rémi Cavagna. Christophe Laporte qui confirme ses qualités de rouleur. On en parlait avec Thomas il y a quelques instants. Parce que Christophe, 7 secondes seulement de retard à l'intermédiaire, c'est énorme. Hein. Il est dans les temps de Rohan Dennis. Oui, c'est fort. Mais c'est un beau parcours pour les sprinters punchers. Hein. Je pense que vous verrez, Michael Matthews s'en sortira pas trop mal aujourd'hui. Et justement, Laurent, ça c'est le mini-débat que je voulais lancer. Michael Matthews peut rester leader de Paris-Nice à l'issue de ce contre-la-montre. Hein. Il pourrait, ça va être compliqué, il va falloir qu'il sorte un chrono de l'espace hein, pour y arriver. Mais il pourrait. Bisseguer était à 14 secondes aussi. Hein. Oui, voilà, 14 secondes, ça fait beaucoup et peu à la fois. Allez, Brandon McNulty, le 15e du Tour d'Italie. Ça passera pas, mais il va signer un gros chrono, Brandon McNulty. Et il a encore du jus, on le voit, hein, dans cette bosse d'arrivée.
Mais il sera battu par Cavagna et Bissegger. Allez, Brandon McNulty à l'arrivée. On en reparlera du jeune américain de la formation UAE. Est-ce qu'il va rester sur le podium provisoire? Non, quatrième place pour McNulty, mais à 9 secondes seulement de Stéphane Bissegger. Attention à lui, est-ce qu'il sera la révélation de ce Paris-Nice? Pourquoi pas? Pourquoi pas, parce que c'est un garçon qui grimpe, Brandon McNulty, mais qui roule également, on l'a vu aujourd'hui. Sacré gabarit. 22 ans McNulty, Bissegger 21 ans, on découvre de nouveaux visages dans ce contre-la-montre. Lui on le connaît bien, Nils Politt, deuxième de Paris-Roubaix il y a 2 ans. Ah, c'est un parcours qui doit lui plaire à Nils Politt. Et les derniers à s'élancer, bien sûr les sprinteurs, évidemment, Kesbol, Sam Bennett et Michael Matthews, qui sera le dernier à quitter la rampe de lancement. Ouais. Je reviens sur la perf de Christophe Laporte, à l'intermédiaire. Il est dans la même seconde que Primoz Roglic, Christophe Laporte. C'est énorme ce que fait le Varois. Oui, mais on le disait en préambule, c'est un parcours où il faut constamment relancer. Et un sprinter n'est pas forcément désavantagé sur ce type de chrono, qui reste court malgré tout. Et des relances, ces efforts répétés très intenses, les sprinters les assimilent bien. Donc voilà, c'est un bon puncher, Laporte. Et c'est un beau parcours, mais je ne suis pas tellement surpris qu'il soit capable de faire ça. Allez, on va retrouver Tige Benoît qui vient de quitter la rampe de lancement sur les bords de la Loire. Tige Benoît, deuxième de Paris-Nice l'an dernier. On l'a vu travailler beaucoup hier pour Kesbol et ça a marché puisque la formation DSM s'est imposée donc grâce à son sprinter néerlandais. Mais nous, on va retrouver l'un des héros du jour, Rémi Cavagna, deuxième pour l'instant sur la ligne au micro de Jean-François. Rémi, 8 dixièmes, c'est rageant quand même, non? Ouais, j'espère que ça va pas se finir comme ça, que je serai battu, qu'on sera battu d'une dizaine de secondes, parce que là ça fait rager. Mais bon, après, c'était un beau contre-la-montre. Je suis content de reprendre comme ça. On verra le résultat à la fin, mais c'est satisfaisant. Après, je les vois partout la seconde perdue, surtout à la fin quand j'ai rattrapé un coureur avant le dernier virage, j'ai dû freiner bien. Bon, aller là, c'est sûr, mais bon. C'est le vélo et voilà, ça fait plaisir, je me suis fait plaisir aujourd'hui. Ouais, c'est ce que disait Laurent Jalabert, c'est en dépassant le tout dernier coureur là. Ah ouais, le dernier coureur. Dans les 400 derniers mètres. J'ai récupéré un peu, j'ai dû freiner à 100 mètres avant pour pas le doubler, j'ai dit je vais le doubler après, sauf que je suis arrivé un peu vite dessus, j'ai dû freiner. Mais bon, c'est la course, c'est le vélo et voilà, j'ai montré que j'ai confirmé un petit peu et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et surtout, vous avez tout donné parce qu'on a vu hors antenne là, un cri juste après l'arrivée qui était un cri d'effort. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai donné tout jusqu'à la ligne. J'avais pas des super sensations, mais voilà, j'ai bien fini. Je me suis donné à bloc, comme j'aime faire, comme je fais toujours, pour pas avoir de regrets surtout. Et voilà, on verra le résultat à la fin. Mais bon, c'est satisfaisant quand même. Ouais, bravo. N'en ayez pas des regrets. Dernière question, la suite de la mission jusque Nice, c'est quoi? C'est aider qui? Quoi? On verra. On a une équipe surtout pour Sam Bennett, notre sprinter, qui a déjà remporté une étape. Je pense que c'est un des meilleurs sprinters, si ce n'est le meilleur sprinter ici. Donc on va essayer de concrétiser par une autre victoire au sprint. Et après, on a notre Italien qui grimpe bien aussi, donc pourquoi pas l'aider pour le classement général. Et puis moi, prendre du plaisir, voilà, montrer que je peux grimper aussi sur certaines étapes et pourquoi prendre une échappée et pourquoi pas essayer d'acquérir une victoire. Ouais. Merci beaucoup, bravo et merci pour le sourire malgré cette défaite rageante. Merci Jean-François, oui, défaite rageante, c'est vrai, 8 dixièmes. Et on l'a le coupable, c'est Christian Sbaragli qui a ralenti, Rémi Cavagna. Sbaragli au piqué. Sbaragli, bon, bien malgré lui évidemment. Il ne voit pas ce qui arrive derrière. C'était pile au plus mauvais moment pour le pauvre Rémi Cavagna. Il n'y a qu'une trajectoire, c'est ça, il faut bien l'expliquer. Il n'y a qu'une trajectoire, donc Cavagna, s'il le double, il risque d'arriver trop fort dans le virage et de ne pas pouvoir prendre la bonne trajectoire. Et il est arrivé dessus au moment où voilà, ce temps de latence là, ça lui coûte la seconde qui lui manque à l'arrivée. Et oui, Sbaragli n'a pas vu qu'il y avait un TGV qui arrivait sur lui, malheureusement. C'est ce qui coûte sans doute la première place à Rémi Cavagna, c'est sûr, même ils sont là les 8 dixièmes, Laurent. Déjà, il a dit, il réfléchit où est-ce qu'ils peuvent être, mais là ils y sont, c'est certain. Après, il y a une autre phrase qui m'a marqué lorsqu'il dit « j'avais pas de super sensation ». Faut pas demander. Non, mais c'est souvent le cas quand on est devant dans un chrono, on se sent pas forcément bien. Pourquoi? Parce qu'il a fond, mais ça va vite. Donc le coureur qui fait un chrono qui dit « j'étais bien, j'ai pas eu mal aux pattes », non, c'est qu'il n'est pas dans le coup.
Et Christophe Laporte, quelles sont ses sensations? Christophe Laporte qui va en terminer dans quelques instants. On rappelle que Laporte à l'intermédiaire était dans la même seconde que Primoz Roglic. 6e à 8 secondes de Stéphane Bisseguer. 8 secondes, ce sera dur à reprendre dans la deuxième partie. Mais pourquoi pas aller chercher un podium derrière Bisseguer et Rémi Cavagna pour Christophe Laporte. On retrouve Sam Bennett, le vainqueur de la première étape de Paris-Nice à Saint-Cyr-l'École. Sam Bennett, mal placé hier dans l'emballage. Lorsqu'il lance son sprint aux 300 mètres, il doit être en 15e position, forcément. Il revient vite. Il vient prendre la 5e place au final. Oui, parce que c'est lui qui avait le plus de vitesse dans les derniers mètres. Sam Bennett, il remonte très fort, mais ne peut prendre que la 5e place hier à Amilly. C'est un sprint bizarre hier. Ils se sont arrêtés devant. Stuyven a parfaitement lancé Mats Pedersen. Brian Cocard était dans une position idéale pour gagner, mais ils ont eu peur de lancer le sprint. Et derrière, ça arrivait dans l'aspiration, lancé à pleine vitesse. C'est ce qui explique qu'ils arrivaient très fort de l'arrière. Alors Sam Bennett, ce chrono, il va le faire en dilettante. Prochain objectif, vendredi. Jeudi. Jeudi, oui. Peut-être vendredi aussi. Oui, vendredi aussi. Mais il y a un gros col quand même au milieu. Sur la... jeudi, il y a un gros col sur la route de Biot. Peut-être plus pour Baroudeur. Ouais. Un Thomas Degen par exemple, qu'on verrait bien échapper sur la route de Biot vendredi. Il fait le chrono à bloc aussi, Thomas Degen aujourd'hui. Un peu plus loin. Pour l'instant, 23e, Thomas Degen à 30 secondes. Et Mats Pedersen, l'ancien champion du monde qui s'élance. 3e de la première étape, 2e de la seconde. Et Tige Benoît, 2e de Paris-Nice l'année passée, qui fait ce chrono à fond, évidemment, parce que chaque seconde va compter. D'ailleurs, il a été faire les petites bonifications. C'était sur la première étape. La première étape, effectivement, il a fait l'effort d'aller chercher quelques secondes de bonification. Du suspense, il y en aura jusqu'au bout, restez avec nous bien sûr. Alors les meilleurs rouleurs sont passés avec Bisseguer, Cavagna, Kragh Andersen, Roglic, mais on attend Michael Matthews qui va tenter de préserver son statut de leader de Paris-Nice. Il avait 14 secondes d'avance sur la meute des rouleurs et des favoris pour le général. 14 secondes, voilà, il connaît... c'est ce qu'il a à faire, Michael Matthews. Oui, il a déjà gagné des chronos sur Paris-Nice. Oui. Voilà, il s'élance à l'instant. Il avait gagné le prologue à Conflans-Sainte-Honorine en 2016. C'est vrai, Laurent. Alors c'était sur une distance inférieure, sur 7 km. Mais il avait devancé ce jour-là Tom Dumoulin, par exemple. Donc ça veut dire qu'il peut rouler. Et puis ce parcours, encore une fois, pour un garçon comme Matthews, qui est un sprinter, mais aussi un bon puncher, je pense que c'est un beau parcours pour lui. C'est pas Christophe Laporte qui nous dira le contraire. Oh oui. Sprinter puncher, Christophe Laporte qui va en terminer avec un excellent chrono. Ce sera moins bien que Stéphane Bisseguer. Il a faibli un petit peu sur le final. Un petit peu faibli Christophe, mais ça reste un chrono très solide pour le coureur de la Cofidis, qui a gagné 2 chronos dans sa carrière. Un à l'Étoile de Bessèges en 2019 et un sur le Tour du Poitou-Charentes. Capable de briller sur tous les terrains, Christophe Laporte. Bravo Christophe Laporte, 7e à l'arrivée à 14 secondes de Stéphane Bisseguer. Il concède quand même 6 secondes aux Suisses dans la deuxième partie. Et Michael Matthews, l'année dernière sur le contre-la-montre à Saint-Amand-Moron, il avait terminé à la 7e position et il avait perdu 18 secondes sur 15 km. Donc il y aura match aujourd'hui. Vous disiez Alex que Laporte avait perdu sur la deuxième partie 6 secondes, c'est ça? Oui, sur Stéphane Bisseguer. Oui, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, mais en résumé, la première partie qui est plus exigeante, où il y a davantage de relance, elle convient mieux au puncher, au sprinter. Et la deuxième, où on peut mettre davantage de braquets et rester en position, eh bien, il n'a pas permis de garder la même dynamique. Donc, je ne serais pas surpris que Matthews réalise un super chrono à l'intermédiaire. Sam Bennett, le vert lui va bien, la couleur de son pays, l'Irlande bien sûr. D'ailleurs, Sam Bennett a été élu sportif de l'année en Irlande pour l'année 2020. Et cette distinction lui a fait énormément plaisir, Sam Bennett. Une distinction bien sûr due en partie à son maillot vert ramené sur les Champs-Élysées en septembre dernier lors de la Grande Boucle. Michael Matthews. Il va le faire à bloc ce chrono, mais c'est vrai que la comparaison avec le chrono de Saint-Amand-Montrond est très judicieuse, Marion. C'est vrai, il est capable. Là, il faut qu'il termine à moins de 14 secondes de Stéphane Bisseguer s'il veut préserver son maillot jaune, tout simplement. Il connaît le deal, Michael Matthews.
Lui aussi, un coureur complet, capable de gagner en puncher des étapes du Tour de France. C'est à Rodez qu'il avait gagné au sommet d'une bosse sur le Tour de France, capable de gagner une étape de moyenne montagne sur le Giro au Monte Cassino, c'était il y a quelques années aussi. Un registre très très large. Et qui monte tout assis, surprenant parce que je trouve qu'il a beaucoup tourné les jambes au pied. Il s'est mis un changement de braquet là qui était quand même pour les jambes qui n'était pas idéal. Il a mis le petit plateau et pratiquement tout à gauche sur la roue libre derrière. Voilà, Sam Bennett, c'est pas le même rythme. Hein. Alors il n'est pas dans, les images dans la même portion, mais elles sont à vitesse réelle, hein, les images. Ouais. C'est pas du ralenti. Il tourne les jambes, Sam Bennett au ralenti ou presque. L'Irlandais, voilà, c'est journée de récupération aujourd'hui pour les sprinters, effectivement, sauf Michael Matthews, bien sûr. Et Christophe Laporte, hein, qui lui aussi a fait le chrono à fond. On rappelle Christophe Laporte, qui est 7e pour l'instant. Et Rémi Cavagna, 2e à 8 dixièmes de Stéphane Bissegger. Et Tige Bennett qui est passé au premier point intermédiaire avec 25 secondes de retard, mais sur Bissegger, donc c'est pas mal pour l'instant. Jasper Stuyven, vous en parliez Laurent, il a joué un rôle important hier dans le final, puisque c'est lui qui a lancé Mats Pedersen, et il l'a bien lancé d'ailleurs, Pedersen, à Amilly. Malheureusement pour l'équipe Trek, eh bien, le Danois Pedersen n'a pris que la 2e place, enfin que c'est déjà bien, mais il visait la victoire bien sûr, Mats Pedersen. Il aurait dû y aller plus tôt, le lancement était bon, mais ils ont trop temporisé, Pedersen, Coquard notamment. Et Chesbol a vu ça de derrière, lui, il ne s'est pas posé de questions. Hein. Il a profité de ce temps de latence là, on a vu Coquard même faire un temps de roue libre, alors que derrière, c'était déjà le sprint était lancé. On rappelle le classement sur la ligne d'arrivée. Stéphane Bissegger en tête avec 8 dixièmes d'avance sur Rémi Cavagna. Primoz Roglic 3e à 6 centièmes. Brandon McNulty 4e à 6 secondes. McNulty 4e à 9 secondes. Søren Kragh Andersen occupe la 5e place à 10 secondes. Rohan Dennis est 6e à 13 secondes. Christophe Laporte occupe une très belle 7e place à 13 secondes de Bissegger. La 8e place pour Dylan Van Baarle. Patrick Bevin est 9e. Le rouleur néo-zélandais de la formation Israel Startup Nation. Et puis Steven Kruijswijk, c'est important, 10e de ce chrono à 20 secondes de Stéphane Bissegger. En tout cas, parmi les favoris, le meilleur aujourd'hui, parmi les prétendants à la victoire finale, c'est Primoz Roglic. Oui, largement. Christophe Laporte, l'un des héros du jour, on le retrouve justement au micro de Jean-François. Christophe, 7e place, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, j'ai pas vu encore tous les temps. Voilà, c'était un beau chrono, j'aime bien ce style de chrono, exigeant, pas mal de changements de rythme, donc ouais, là, on va voir à l'arrivée le résultat. L'état de forme, il est comment pour vous là tout de suite? Bah, il est bon, je me sens bien depuis le début de saison. Voilà, je compte encore progresser pour aborder bien les classiques, encore mieux avec ce Paris-Nice. Bon, voilà, j'ai pas eu les résultats que j'aurais voulu sur ce début de Paris-Nice, mais il reste encore pas mal d'étapes, donc on va se concentrer sur la suite. Avec des étapes qui éventuellement peuvent vous convenir, j'ai lu que vous voyez un peu plus que sprinter tel qu'on vous décrivait naguère, que votre panoplie s'est étoffée. Ouais, je suis pas un pur sprinter, donc voilà, ça m'avantage sur d'autres terrains, comme j'aime bien les chronos assez courts comme aujourd'hui, et les étapes un peu vallonnées. Après, il faut voir le scénario de course, mais oui, c'est sûr, c'est plus à mon avantage, une étape un peu dure avec un sprint un peu dur, qu'un sprint massif comme on l'a vu hier. Dernière question, vous avez un plan particulier, une étape cochée, comme on dit, d'ici la fin? Non, j'ai pas d'étape cochée parce qu'on ne sait pas comment vont se dérouler chaque étape. Il reste pas mal d'étapes vraiment dures sur ce Paris-Nice, mais il y a encore 2 belles étapes. Je pense à l'étape arrivée à Bolem et à Biot. Donc on va voir comment va se dérouler la course. Merci beaucoup. Voilà, Christophe Laporte, 7e pour l'instant, alors que Nils Politt, lui, va être éjecté du top 10
le coureur allemand de la formation Bora Hansgrohe à l'arrivée. On surveille Michael Matthews qui va bientôt passer au premier intermédiaire. Je vois que Marion a les yeux rivés, bien sûr, sur les temps intermédiaires. Et puis c'est toujours le moment de jouer, hein, un autre jeu du tour. C'est le moment également de gagner 100 000 euros. C'est la somme qui est mise en jeu pour tenter votre chance. Vous appelez le 34 35 ou sinon vous envoyez par SMS TOUR au 7 3003. Bonne chance à vous. Et Lampard. Lampard qui en termine, Yves Lampard, le Belge. Il a fait à fond. Hein. Une seconde pour l'instant, Yves Lampard. Et il va faire un bon temps, Yves Lampard. Et qui a déjà été champion de Belgique de la discipline. C'est un des rares coureurs qui a monté ce talus assis. Hein. Il avait 12 secondes de retard au premier point intermédiaire. Et à l'arrivée, le top 10 pour Yves Lampard à 17 secondes de Stéphane Bissegger. Arnaud Démarre. Alors, on parlait des sprinters aujourd'hui qui sont en mode récupération, même si le mot est un petit peu fort. Thomas, vous êtes derrière Arnaud Démarre. Est-ce qu'il est en mode récup aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, alors déjà, il faut noter que bien sûr, on a vu passer beaucoup de sprinters. Je me suis arrêté sur le bord de la route, hein, j'ai enlevé le casque, donc j'ai pas eu le plaisir de vous écouter ces dernières minutes. Je me reposais un petit peu, il faut bien, j'avais quand même fait 3 interventions avant. Donc il fallait quand même que je souffle un petit peu. Arnaud Démarre qui n'a pas soufflé, je pense qu'il a pris justement un bon départ. Tous les sprinters que j'ai vu passer, que ce soit Brian Cocard, André Greppel, je les trouvais tous un peu à l'ouvrage, c'est-à-dire qu'ils mettaient beaucoup de volonté dans ce contre-la-montre. Je pense qu'Arnaud Démarre a tenté le coup au début parce qu'il affectionne cette distance sur les chronos. Il est loin d'être mauvais, mais il a dû avoir le premier intermédiaire et là j'ai l'impression qu'il a levé un petit peu le pied et qu'il va tranquillement terminer ce chrono. À noter une petite scène sympathique au début de ce contre-la-montre. Arnaud Démarre qui, partant dans les derniers aujourd'hui, du fait de son bon classement général, au début il est arrivé un peu plus tard que ses coéquipiers sur la zone de départ et comme il n'a pas pu faire le parcours à vélo, il est monté à côté de son directeur sportif pour suivre Ignatius Konovalovas, son lanceur, et puis il a ouvert la fenêtre, il était côté passager, il l'a encouragé comme pas possible à son départ. J'ai pas vu son classement, mais en tout cas s'il n'a pas fait un bon temps, c'est pas de la faute de son leader qui a pas manqué de l'encourager au départ. Merci beaucoup Thomas. Et pendant ce temps, le maillot jaune de Michael Matthews ne tient plus qu'à un fil à 12 secondes de retard à l'intermédiaire pour Matthews. Plus que 2 secondes. Ouais, ce sera compliqué parce que il a bien fini Bissegger et Matthews n'a pas su profiter finalement de la première partie qui, je pense, lui était plus favorable. J'ai trouvé un petit peu timide dans l'ascension de la première difficulté, là, assis tout le temps, tout à gauche. Il perd du temps, là. Il a perdu du temps, c'est dommage. Ouais, et ça s'est confirmé au niveau donc du chrono intermédiaire pour Michael Matthews qui va sans doute perdre son maillot jaune de leader. Mais on va attendre tout de même, bien sûr, son arrivée. Ce sera dans quelques minutes. Pour l'heure, on retrouve Brian Cocard au micro de Jean-François. Brian, on vient d'entendre Thomas Vauclair à l'antenne dire qu'il avait trouvé que les sprinters comme Greipel et Cocard étaient un peu à l'ouvrage. Est-ce que vous partagez son analyse, son ressenti? Ouais, c'est un contre-la-montre qu'on est obligé de bien faire quand même. Et du coup, ouais, c'était un contre-la-montre pour spécialiste. Je n'étais pas forcément à mon avantage, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous en gardez un peu parce qu'il y a l'étape de Bolène à venir dans 2 jours ou... Ouais. Après, on essaye de voir un petit peu où on en est physiquement aussi. Mais bon, l'objectif, c'est sûr que c'est pas comment dire, de faire un résultat. On sait qu'on n'en est pas capable. Bon, regardez-moi dans les yeux, vous êtes dans le match, vous l'avez dit il y a 3 jours, vous êtes en bonne forme, donc il n'y aurait que Bolène ou il y aurait une autre étape à viser? On va voir, on sait que je passe bien les bosses et on verra au jour le jour, mais je pense que je vais m'accrocher sur d'autres étapes que Bolène. Très bien, madame, messieurs, à vous de nous dire laquelle. Merci beaucoup. De toute façon, c'est Biot, hein, fatalement. L'étape de Biot vendredi, avec une arrivée en bosse, avec un long col en milieu d'étape, mais une étape, oui, accessible, pourquoi pas, Brian Cocard. Avec Christophe Laporte, là aussi. Exactement, Marion. Michael Matthews va-t-il sauver son maillot jaune? La tendance n'est pas favorable pour l'Australien, Laurent, malheureusement. Il n'a plus beaucoup de marge. Ouais. Je pensais que sur la première partie du parcours, il limiterait mieux que ça. Et bien, même s'il était encore virtuel leader, pourquoi virtuel? Il était leader avec encore 3 secondes d'avance sur
sur Bissiger au point intermédiaire. Je crains que les derniers 7 km, beaucoup plus roulants, ne lui soient préjudiciables. Donc ce maillot jaune ne tient pas grand-chose finalement. Ce sera compliqué. On a vu Mats Pedersen qui faisait le chrono à fond aussi. Lui qui était quatrième, à 4 secondes du maillot jaune au départ du chrono. Pouvait espérer peut-être pourquoi pas le prendre à l'issue de ce contre-la-montre. Mais il est lui aussi pas très bien parti et encore plus loin derrière même Matthews. Et Benoît qui aura perdu pas mal de temps et il finit dans les temps de David Gaudu. 5 km encore pour Michael Matthews, qui devrait perdre donc son maillot jaune. Et on va retrouver donc aux commandes de Paris-Nice un jeune Suisse de 21 ans, Stéphane Bisseguer, l'ancien pistard, vous l'avez dit Marion, il a été champion du monde junior de poursuite par équipe. Et puis c'est un garçon qui s'était révélé avec l'équipe de Suisse lors du Tour de l'Ain il y a de cela 2 ans, en remportant la première étape alors qu'il n'avait que 19 ans. C'est un garçon très prometteur, vice-champion du monde également espoir dans le Yorkshire après le déclassement de Nils Sekov dont parlait Laurent en début de retransmission. Stéphane Bisseguer est un jeune homme pressé. Un phénomène. Un phénomène. Un de plus. Oui, un de plus. Décidément les jeunes. Bon, ce qui est sûr c'est que Bisseguer va gagner ce contre-la-montre. On va quand même laisser terminer Michael Matthews pour savoir si Bisseguer prendra en prime le maillot jaune. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonification, on le précise. Il y en a tous les jours, sauf dans le contre-la-montre. Allez, André Greipel qui hisse sa grande carcasse jusqu'à la place du château sur les hauteurs de Gien. Toujours là, André Greipel. Et puis on l'a vu faire du top 10 depuis le début de Paris-Nice. Il a encore sa place dans les sprints, même si gagner pour lui devient de plus en plus difficile avec le poids des années. « 4 km encore, moins de 4 km pour Michael Matthews. On rappelle le classement à l'arrivée. Stéphane Bisseguer en tête. 8 dixièmes, 83 centièmes d'avance sur Rémi Cavagna. Primoz Roglic, le meilleur des favoris aujourd'hui, qui prend la 3e place à 6 secondes. Et Brandon McNulty, 4e à 9 secondes seulement de Stéphane Bisseguer. Søren Kragh Andersen, 5e à 10 secondes. On n'a pas vraiment de surprise dans ce classement. Peut-être Brandon McNulty, qu'on n'attendait pas aussi haut quand même, le jeune espoir américain. Et puis Bisseguer, alors on l'avait cité parmi les outsiders, mais de là à remporter ce chrono, c'était loin d'être envisageable. Il y a des références, après c'est un jeune coureur, donc il n'a pas fini de nous surprendre. L'arrivée d'Arnaud Démare, 2e à Saint-Cyr-l'École dimanche, et puis hier à midi, Arnaud Démare n'a pas pu participer au sprint puisqu'il a été gêné par une chute survenue dans le final. On le retrouvera lui aussi jeudi bien sûr avec l'arrivée à Bolène. Arnaud Démare, performance anecdotique évidemment, comme beaucoup de sprinteurs, il n'a pas fait ce contre-la-montre à fond. Et une chose est certaine, c'est que demain, les sprinteurs, on ne les verra pas non plus avec ce qui attend les coureurs de Paris-Nice. Laurent, 3500 mètres de dénivelé dans les monts du Beaujolais, c'est une étape plus que casse-pattes. C'est quasiment une étape de montagne demain, avec les nombreuses difficultés qui vont s'enchaîner. On ne va pas en altitude, c'est sûr, mais il n'y aura pas beaucoup de plats. Les difficultés s'enchaînent. C'est une étape très accidentée, avec une arrivée difficile au sommet de Chirouble. 7 km d'ascension. Souvent, c'est les plus belles d'ailleurs. Oui, on se souvient sur le Tour de France notamment, l'étape de Saint-Étienne avec le numéro de Ghent. Oui, ces étapes qui parfois sont dites de transition s'avèrent être les plus animées et du coup les plus sympathiques à suivre. Et il y aura de l'action demain avec l'arrivée donc sur les hauteurs de Chirouble, sur la route du col du Fudavna, arrivé à 700 mètres d'altitude après une dernière montée de 7 km à près de 7% de moyenne. Et avant cela, il faudra escalader la roche de Solutré, chère à François Mitterrand. Il faudra escalader le Mont Brouilly à 2 reprises, cher à Julien Alaphilippe, qui avait remporté sa première victoire World Tour, justement, sur les pentes du Mont Brouilly dans un contre-la-montre de Paris-Nice, il y a de cela 4 ans.
Pedersen qui le fait à bloc également. Oui. Ça ne suffira pas pour aller chercher le maillot. Pedersen, il n'a que 10 secondes d'avance au classement général sur Bissegger. Donc voilà, il est déjà battu. Il ne pourra pas prendre le jaune. Il aura fait un bon chrono, Pedersen. Il a fait à fond. Mats Pedersen à l'arrivée. On va retrouver Thomas qui est avec le maillot jaune, Michael Matthews. Ouais, qui donne tout bien sûr sur un parcours qui lui convient bien, mais ça suffira sans doute pas au vu des pointages comme vous l'avez dit. Il aborde ce dernier virage à gauche avant de cette dernière petite rampe qui emmène à l'arrivée. Et puis on va saluer par un petit jeu de mots dont Laurent Jalabert a souvent le secret. Aujourd'hui c'était un Suisse qui était à l'heure et un Suisse qui a gagné le contre-la-montre. Et oui, le contre-la-montre, il va être pour cet homme, Stéphane Bissegger. Michael Matthews peut-il sauver son maillot jaune? Il va pas lui manquer grand-chose, Michael Matthews. Il va lui manquer une dizaine de secondes. Il sera... Allez, Michael Matthews, il va pas le sauver. Il ne doit pas concéder plus de 14 secondes à Stéphane Bissegger. Michael Matthews, l'Australien, qui s'est battu durant ces 14 km 400, mais il va en manquer un petit peu pour Michael Matthews. Attention, c'est fait. Stéphane Bissegger est le nouveau leader de Paris-Nice. Stéphane Bissegger remporte l'étape et il fait coup double. Il prend le maillot jaune également. Michael Matthews à l'arrivée, qui termine pas mal, qui prend la 17e place, mais à 23 secondes, 7 secondes de trop pour Michael Matthews, 8 secondes de trop même par rapport à cet homme, Stéphane Bissegger. Énorme performance du jeune Suisse, Bissegger donc qui remporte l'étape avec 83 centièmes d'avance sur Rémi Cavagna et qui donc prend les commandes au classement général. Quand vous dites 83 centièmes sur Rémi Cavagna, ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. Parce qu'il l'avait. Bon, après, c'est la course évidemment, mais il l'avait dans les jambes la victoire. Un nouveau prodige fait son apparition dans le grand monde. C'est Stéphane Bissegger. On connaissait ses qualités, bien sûr, mais de là à remporter ce contre-la-montre, le voici, Stéphane Bissegger, à 21 ans. Ça, peu de gens l'avaient imaginé. Et il s'empare également donc du maillot de leader. Stéphane Bissegger, vainqueur devant Rémi Cavagna. Et puis encore une fois, le grand vainqueur du jour. L'autre grand vainqueur du jour, c'est Primož Roglič qui prend la 3e place de l'étape à 6 secondes de Bissegger. Et qui va tout simplement se retrouver sur le podium au classement général. D'ailleurs, pour les leaders, bonne opération évidemment pour Roglič, pour Kruijswijk, Izagirre, Sharman, Teuns, Powles. Et après, c'est un peu plus loin pour Bob Jungels, Tao Geoghenaert, Hindley qui finira plus de 50 secondes de Roglič, tout comme Barguil, Martin et David Gaudu. Voilà le contre-la-montre de Paris-Nice, le traditionnel contre-la-montre du milieu de semaine de Paris-Nice a livré son verdict et la tendance elle est favorable à Primož Roglič bien sûr, mais on aura un leader fatalement inédit demain sur les routes du Beaujolais avec le jeune Suisse Stéphane Bissegger, vainqueur de l'étape et nouveau leader de la course au soleil. Le classement général, eh bien pour les 4 premiers, c'est le même que le classement de l'étape. Bissegger, Cavagna, Roglič, McNulty et Michael Matthews, à qui il a manqué 9 secondes exactement pour sauver son maillot jaune. On écoute le vainqueur du jour, Stéphane Bissegger. Second at the Europeans last year, second just a week ago at UAE. This time you win it. What does it mean to win a time trial on a World Tour race like this one? Yeah, it means a lot to me. You know, I worked already a long beaucoup pour time moi. for that. J'ai travaillé très dur pour avoir ce niveau-là. Quite young, so Je suis assez jeune. establish myself to the others. And I think I could show in this time trial as well that I'm here and they have to be aware of me and like time trials like that, it's really my thing. I come from the track, like the short, punchy stuff is really good for me and it feels really great to finally show what I'm capable of and to take the win here. Yeah, because the course was pretty technical.
Le parcours était plutôt technique avec quelques ascensions. Yeah, definitely. I'm train a lot on the TT bike, so I'm pretty can handle it pretty well. Je m'entraîne beaucoup avec mon vélo de contre-la-montre. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me va très très bien. Vous devancez les garçons comme Roglic, comme Cavagna. J'imagine que c'est incroyable pour vous. Oui, c'est vrai, ça me rend très heureux. Vous aurez un beau maillot demain, j'imagine que ça vous rend heureux. Oui, c'est la première fois que j'aurai un maillot de leader. C'est ma deuxième course par étape cette saison. Et c'est vraiment génial d'avoir ce maillot. Hopefully, never know. Thank you very much. Thank you. Voilà, vous découvrez le visage donc de Stéphane Bisseguer, le vainqueur de l'étape. Et le nouveau leader de Paris-Nice, la Suisse qui a toujours compté de grands rouleurs. Eh bien, en voilà un nouveau, 21 ans seulement, on le rappelle, Stéphane Bisseguer. Regardez ce qui vous attend demain. Chalon-sur-Saône-Chirouble, c'est l'étape des monts du Beaujolais, avec 3500 mètres de dénivelé, une étape qui va s'achever en haut d'une bosse de 7 km. Il y aura beaucoup d'ascensions. On va donc se retrouver à partir de 15h45 demain en direct. Jeudi, donc, l'étape entre Vienne et Bolène. Vendredi, arriva à Biot. Samedi, l'étape de la Colmiane. Ce sera un petit peu plus tôt, à partir de 13h30 sur France 3. Et puis, dimanche, la traditionnelle dernière étape, tracée autour de Nice. Courte et toujours extrêmement palpitante à suivre. Le héros du jour, Stéphane Bisseguer, donc, qui s'impose avec 8 dixièmes d'avance sur Rémi Cavagna. On va en reparler de ces 8 dixièmes et on va en reparler dans Tout le Sport ce soir notamment. Ne manquez pas bien sûr votre rendez-vous quotidien Tout le Sport. C'est à 20h45 présenté par Fabien Lévesque pour faire un tour complet de l'actualité sportive nationale et internationale. Et nous reviendrons bien sûr avec Laurent Jalabert et Marion sur cette troisième étape de Paris-Nice qui a livré un beau verdict, un verdict étonnant, un verdict cruel pour Rémi Cavagna, mais un beau vainqueur. Stéphane Bisseguer de l'équipe Education Nippo, donc qui s'impose et qui prend le maillot jaune. On se retrouve demain avec grand plaisir, Laurent Marion, parce que demain il va y avoir du sport également sur France 3. Une très belle étape à suivre demain, c'est vrai. Oui. Soyez au rendez-vous. Peut-être la plus spectaculaire. Ce sera 14h45, nous serons en direct de Chirouble, bien sûr, dans les crues du Beaujolais. On vous en parlera demain avec Laurent. Rendez-vous 14h45. Passez une très très belle fin de journée sur France 3 et ne manquez pas Tout le Sport à 20h45. Au revoir.